Alors, nouvelle vidéo sur l'essentiel du cours sur le chapitre mouvement d'un système. Alors, page 220, vous avez l'essentiel du cours qui est pas mal fait dans ce chapitre-là, même qui est très bien fait. Alors, je vais me contenter de commenter ce document, je vais zoomer un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir les caractéristiques d'un vecteur vitesse. Attention, il ne faut pas confondre toutes les grandeurs physico-chimiques. En grandeur vitesse, ce n'est pas un vecteur force. C'est pas un vecteur champ magnétique ou un vecteur champ de pesanteur. C'est encore autre chose. C'est un vecteur, mais un vecteur vitesse, lié à la notion de vitesse. Alors ça, c'est à savoir. Quelle est la direction d'un vecteur vitesse? Mais le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Alors, si vous prenez l'exemple d'un tracé ici, là, voilà, au point MI, en ce point-là, je vais chercher le pointeur, là, en ce point-là, le vecteur vitesse, il faut estimer la tangente à la trajectoire. Alors, c'est quoi la trajectoire? C'est la courbe noire là, que je vais surligner. Là. Je vais essayer. Bon, c'est la courbe noire. Voilà la trajectoire. Donc, la tangente à la trajectoire au point mi, c'est la direction du vecteur vitesse. Alors, donc, et là, des fois, c'est pas facile d'estimer la tangente à la trajectoire d'une courbe quelconque, d'une trajectoire curviligne. Alors, il est évident que si le vecteur vitesse il a ce sens-là, c'est que le sens du mouvement, c'est celui-ci. Ce n'est pas indiqué là sur ce petit tracé. Donc le sens du mouvement, le sens du vecteur vitesse, celui du mouvement. Donc là, on nous dit, enfin en tout cas j'ai précisé sur la figure, que l'objet va se déplacer de là vers là, ce qui n'est pas forcément évident, pour aussi se déplacer dans l'autre sens. Bon. Après, la valeur de la vitesse. Alors en fait, ce qu'on essaye de faire ici, à travers ce chapitre-là, c'est calculer une vitesse instantanée. Mais le calcul de la vitesse instantanée que l'on fait, c'est un calcul approché, c'est une méthode approchée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va calculer en fait une vitesse moyenne, mais entre deux points qui sont très proches. Une vitesse moyenne entre deux points qui sont très proches. Bon, par exemple, vous avez le point mi et le point d'après qu'on appelle de manière un petit peu compliquée mi plus 1. Voilà, M1, M2 si vous voulez. M1, M2, MI, MI plus 1. Donc on veut trouver la vitesse instantanée en MI en déterminant la vitesse moyenne entre deux points, entre le point MI et le point MI plus 1. Et on assimile ça à la vitesse instantanée au point MI. Je répète, on assimile la vitesse moyenne entre deux points très proches, ici entre le point MI et MI plus 1, à la vitesse instantanée au point MI. C'est une approximation. Ce n'est pas rigoureusement exact, mais on n'est pas très loin de. C'est une approximation qui se justifie ici dans ce cas, quand les points sont proches. Voilà. Donc pour trouver la vitesse instantanée en MI, ce qu'ils appellent ici VI, il faut diviser la distance parcourue sur l'intervalle de temps, comme toute vitesse. Donc la distance entre ces deux points très proches, la notation MI, MI plus 1, ça veut dire la distance entre MI et MI plus 1. Sur la durée que met l'objet pour parcourir cette distance-là. Et là, vous avez la vitesse instantanée en MI. C'est un calcul approché. Voilà. Donc, exemple de tracé. Donc, vous avez, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, en fait, le vecteur vitesse, il est important, bien sûr, mais ce qui est encore plus important, alors il faut que je sorte d'ici pour pouvoir. Alors, le temps que le document réapparaisse, voilà. Je refais un zoom. Donc, ce qui est important, le vecteur vitesse, bien sûr, il est important, mais encore plus important, c'est le vecteur variation de vitesse. Attention, je dis bien le vecteur. Normalement, je dois pouvoir être censé annoter avec ce petit outil-là. Mais je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. L'épaisseur du trait, j'augmente. Bon, bref. Donc, le vecteur variation de vitesse. Un vecteur. Alors, quand il y a la notion de vecteur, c'est évidemment plus compliqué que quand il n'y est pas. Donc là, c'était dans l'activité 1, notamment comment tracer à la main la variation de vecteur vitesse. Et bien, pour tracer la variation de vecteur vitesse, il faut déjà avoir tracé deux vecteurs vitesse.
Bon, alors là, on s'intéresse, donc on a la trajectoire d'une balle de tennis, voilà, du centre d'inertie de la balle de tennis. La trajectoire, la forme, là, c'est une trajectoire parabolique, mais bon, peu importe. On va d'abord déterminer la vitesse du centre d'inertie de la balle de tennis au point A, puis au point B. Tracer les vecteurs vitesse. Pour après tracer la variation du vecteur vitesse entre entre B et A. Voilà. Donc cette variation-là, attention parce que la notation, je vais chercher l'outil, la notation ici ne correspond pas tout à fait à ce qui est noté ici. Là, vous avez de A à B, et là, vous avez de I à I plus 1. Donc en fait, si on utilise la notation de A à B, alors le grand delta, là, ça là, ce sigle, cette lettre grecque, c'est un grand delta. En mathématiques, il veut dire, en mathématiques, en physique, il veut dire variation. Donc la variation du vecteur vitesse entre A et B. Grand delta, variation du vecteur vitesse entre A et B. Une variation, c'est une différence entre deux vecteurs. Attention, deux vecteurs. Le vecteur final, c'est-à-dire le point B, moins le vecteur final, c'est-à-dire le point A. N'oublie pas la flèche ici du vecteur, là, pour un petit peu grande ici. Voilà. Une variation, c'est toujours une valeur finale moins une valeur initiale. Comme là, on me dit que c'est de A à B, le point B, c'est donc le point final, et le point A, le point initial, VB moins VA. Au point B, on a tracé précédemment par la méthode qu'on vient de donner juste à l'instant. Comment tracer la vitesse au point B, le vecteur vitesse au point B, le vecteur vitesse au point A. Et après, il faut que je trace le vecteur résultant VB moins VA. Vecteur VB moins VA, on l'a déjà vu dans les activités, mais je réexplique. Donc, ce vecteur résultant, on va le tracer au point B. Il faut bien se fixer un point pour tracer ce vecteur, cette variation de vitesse. On se le trace au point B. VB moins VA. Je pars du point B, je trace le vecteur VB. Le vecteur est fini ici. Je repars de là où le premier vecteur finit et je trace moins VA, parce que je veux faire VB moins VA. Donc au lieu de faire une soustraction d'un vecteur, en fait, je fais l'addition de vecteurs, mais je fais l'addition de VB et de moins VA, ce qui revient à faire VB moins VA. Là, si vous voulez, pour être plus clair, je fais VB plus moins VA. Donc là, je pars de la fin du premier vecteur et je trace moins VA. Comment je fais pour tracer le vecteur moins VA? Je prends une règle, une équerre, je fais coulisser l'équerre, c'est-à-dire je fais une parallèle. Je fais une parallèle au vecteur VA là. Je fais une parallèle ici. Voilà, sauf que le vecteur moins VA, il va être de sens contraire au vecteur VA. Donc VB moins VA, je pars d'ici, je termine ici. Donc le vecteur résultant, c'est de là où je suis parti et de là où je suis arrivé. Donc le vecteur résultant VB moins VA, c'est ça. Voilà. Et dans l'étude des mouvements des objets, des corps, des mobiles, des solides, de tout ce que vous voulez, ce qui est important, c'est en fait la variation du vecteur vitesse. La variation du vecteur vitesse. Pas le vecteur vitesse vraiment, mais sa variation. Comment il varie? Alors attention, gros point difficile. Dans cette trajectoire, alors je vais effacer pour refaire un petit peu de la place. Dans cette trajectoire, on voit que les distances successives entre les balles, là, c'est une chronophotographie, c'est-à-dire on a superposé les différentes positions de la balle à différents instants. Les distances entre les différentes positions ont l'air à peu près égales. Les intervalles de temps, on peut supposer qu'ils sont égaux aussi. C'est toujours comme ça qu'on fait. Même distance, même intervalle de temps, donc la valeur de la vitesse est constante. La valeur. Mais le vecteur vitesse, il n'est pas constant. Si vous regardez, la longueur des vecteurs est la même, VA, VB, mais la direction n'est pas la même. Donc le vecteur n'est pas constant. Si le vecteur n'est pas constant, la variation du vecteur ne peut pas être nulle. Attention, grosse difficulté, il ne faut pas confondre la variation de la valeur, qui est nulle ici, avec la variation du vecteur,
et qui n'est pas nul ici. La variation du vecteur, là, elle n'est pas nulle. Le vecteur résultant, il n'est pas nul. Ce n'est pas le vecteur nul, le vecteur résultant, VB moins VA. Alors que la différence des normes des vitesses, elle est nulle. C'est un gros point délicat, ça. Voilà. Sûrement, c'est obligé de avoir des questions sur ça. Bon. Autre chose à savoir. La relation fondamentale à savoir dans ce chapitre-là, voilà, c'est celle-ci. Elle relie la cause, les forces à la conséquence du mouvement. Quelles sont les causes du mouvement? Est-ce qui cause le mouvement ou le non-mouvement, c'est-à-dire un équilibre? Un équilibre peut être dû à plusieurs forces. Ils vont se compenser. Donc les forces, ce sont elles qui sont responsables, qui sont la cause d'un mouvement ou d'un non-mouvement. Ça, c'est la cause du mouvement. Et la conséquence, c'est il y a une variation ou pas du vecteur vitesse. Donc à droite, les conséquences du mouvement, du non-mouvement, et à gauche, les causes du mouvement, les forces. Attention, tout ça, c'est en vecteur. En vecteur force, vecteur vitesse. Alors, ça, c'est la notation mathématique. C'est la loi physico-mathématique qui permet de trouver, de savoir comment un corps va se déplacer, de comprendre comment il se déplace. Alors, grâce à cette loi mathématique, on peut comprendre et anticiper le mouvement des objets, la trajectoire des planètes, la trajectoire d'un corps. Avant de lancer un objet, si je connais les forces qui s'exercent et si je sais d'où je lance l'objet, je peux prévoir où il va atterrir avec cette relation mathématique. Bon, remarquez que c'est assez puissant quand même. Je connais les forces qui s'exercent sur l'objet, je sais d'où je le lance, mais je sais où il va atterrir avant de l'avoir lancé, grâce à cette loi mathématique. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, en français, ça dit quoi? Ça dit, à gauche, que la somme, ce sigle-là, c'est somme. La somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié. Donc, j'étudie un système dans un référentiel donné. Donc, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié est égale à la masse de ce système-là, fois la variation du vecteur vitesse, variation du vecteur vitesse sur la durée de cette variation. Voilà, delta V, il va varier durant delta T. Attention, c'est compliqué. Et en plus, c'est une relation approchée. Et c'est la relation qu'on retiendra en première. La somme la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un système est égale à la masse du système fois la variation du vecteur vitesse sur delta T. Voilà. C'est une relation approchée qui est d'autant plus valable que la durée entre les deux instants choisis est faible. C'est-à-dire que la durée delta T est petite. Bon, bref. Déjà, comprendre les notations mathématiques, déjà, c'est pas évident. Alors, de cette loi-là, il y a une conséquence évidente, c'est que il y a deux vecteurs, un à droite, un à gauche. Le vecteur de gauche, attention, c'est la somme des forces, somme vectorielle des forces. Hein. Si j'ai trois forces, eh bien, je parle de la somme vectorielle des trois forces. La somme vectorielle des forces et le vecteur variation-vitesse, ils sont collinaires et de même sens. On verra en exercice ça. Attention, s'il y a plusieurs forces, c'est la somme vectorielle qui est importante. Et la somme vectorielle, ce n'est pas la somme des normes. Alors on verra. Alors, par contre, si je pars en norme, là, cette relation-là, en norme, il faut que je prenne des précautions, d'énormes précautions quand je passe du vecteur aux normes. Je prends la norme à gauche, je prends la norme à droite. Alors j'ai le droit, parce que je prends la norme de la somme des forces. Voilà. Ça, c'est une relation qu'on utilisera aussi dans les exercices. De cette relation vectorielle, ça donne cette relation entre normes à condition de prendre la norme de la somme des forces.
Un petit exemple, si vous avez trois forces, vecteur F1, vecteur F2, plus vecteur F3, mais attention, ce que je vais dire, c'est compliqué. C'est un point le plus compliqué d'après moi dans ce chapitre-là. Voilà. C'est un 3, ça. Bon, comme j'ai dit dans une autre vidéo, après plusieurs jours sans utiliser, c'est compliqué. Admettons, juste pour l'exemple, admettons que la somme vectorielle, il y a trois forces qui s'exercent sur le système étudié. Donc la somme vectorielle des forces qui se note grand sigma des vecteurs F comme ça, en fait c'est vecteur F1 plus vecteur F2 plus vecteur F3. Bon, j'efface ici pour faire un peu de place. Hein. Attention, je ne peux pas dire que la norme de la somme vectorielle des forces, j'ai envie de le dire, hein. J'ai envie de dire que pour calculer la norme de la somme des forces, eh bien, je fais la somme des normes. C'est-à-dire que je fais norme de F1 plus norme de F2 plus norme de F3. J'ai envie de le dire parce que ça me paraît simple, ça me paraît intuitif. Mais ça, c'est archi faux, ça. Ça, c'est archi faux. C'est pas vrai. Il y a des cas particuliers où c'est vrai, mais ça reste des cas particuliers. C'est pas vrai dans un cas général, donc c'est faux. Si c'est pas vrai dans tous les cas, c'est faux. Ça, c'est pas égal. Que la somme des normes est égale à la norme de la somme vectorielle. Ça, c'est pas vrai, ça. Donc attention, quand j'ai plusieurs forces qui s'exercent sur le système étudié, c'est les vecteurs forces qui sont importants. Et pour trouver la norme de la somme vectorielle, il va falloir faire du cas par cas. Il faudra utiliser des exercices, il faut voir comment on l'utilise. Et c'est pas si simple que ça. Alors, dernier point. Alors, je ferme ici. Donc, le document se remet, je rezoome. Alors, deuxième point, donc c'est l'importance de la masse dans cette relation-là. Donc, la relation cruciale, c'est celle-là. C'est celle-là. On peut trouver la delta V connaissant les forces. On peut connaître les forces connaissant tout le reste. Voilà, mais quel est le rôle véritable de la masse dans cette relation-là? Ce qu'on appelle l'inertie, en fait. Pour mettre en mouvement un objet, c'est plus difficile de le mettre en mouvement quand sa masse est importante. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Alors, premier exemple, plus la masse du système est élevée, plus la valeur de la somme des forces doit être importante pour faire varier le vecteur vitesse. Attention, cette relation, elle relie la somme vectorielle à la variation du vecteur vitesse, pas le vecteur vitesse, la variation du vecteur vitesse, sa variation, pas le vecteur V, la variation, c'est-à-dire delta V. Plus delta V est grand, le delta V est grand parce que la somme des forces est plus grande, en norme. Voilà, attention en norme. Hein. Deuxième application sur la notion de masse. Pour une même valeur de la somme des forces. Alors là, sous-entendu, ce qu'ils veulent dire, ils parlent de la norme. Hein. Considère deux cas. J'applique la même force, la même valeur de force dans les deux cas. Sauf que là, bon, je tape sur une boule de pétanque, je vais peut-être me faire mal au doigt comme ça. Bon, imaginons, je tape sur la boule de pétanque comme ça et sur la balle de tennis. La boule de pétanque, a priori, elle a une masse plus grande. D'accord? J'applique la même force. Mais la variation de la vitesse dans le premier cas sera plus faible. Je passe d'une vitesse nulle à une certaine vitesse. Là, je passe d'une vitesse nulle à une autre vitesse. Ici, la variation de vitesse, elle est plus petite parce que la masse est plus grande. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus difficile de mettre en mouvement un corps de masse importante. Alors là, je peux comparer parce que j'applique la même force dans les deux cas. La différence, c'est qu'ils n'ont pas la même masse, donc la variation de la vitesse ne sera pas la même. La variation de la vitesse sera plus grande pour le corps le plus léger, de masse la plus petite. Ça, c'est très intuitif. De la même façon, pour arrêter
pour freiner avec un poids lourd ou avec une voiture. Le poids lourd est une masse beaucoup plus grande, donc c'est plus difficile. Le freinage doit être plus important dans un poids lourd que dans une voiture, parce que c'est dû à la masse, c'est dû à la notion d'inertie. On parle de masse inertielle. Alors voilà pour cette vidéo et pour le résumé de ce qu'il y a d'essentiel à savoir dans ce chapitre-là sur le mouvement d'un système. Je m'arrête là.